Pourquoi je suis mandaté pour vous présenter le carnet de nutrition? Non pas parce que je suis gastro-entérologue et hépatologue à Gustave Roussy, parce que je ne suis pas gastro-entérologue et hépatologue à Gustave Roussy, mais je suis médecin nutritionniste à Gustave Roussy, chef du service de nutrition. On a la chance, c'est quasiment le seul établissement de soins qui s'occupe de cancérologie, qui a un service de nutrition et une équipe très bien dotée en diététiciens et en médecins nutritionnistes. Pour info, nous avons pour notre hôpital 15 diététiciennes et 5 médecins nutritionnistes. C'est colossal. Je vais vous faire un petit ratio. Sur l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, il y a à peu près 50 diététiciennes sur l'ensemble des centres de lutte contre le cancer. Nous, on en a 15. Et sur l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, il y a 10 médecins nutritionnistes. Nous, on en a 5. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on a pu démontrer, toute notre équipe, à notre direction, et notre direction a très bien compris que la nutrition, mais finalement la prise en charge globale du patient, était essentielle à la bonne conduite des traitements anticancéreux. Et ça depuis très longtemps. Ça fait moi 24 ans que je travaille à Gustave Roussy. Ça ne se voit pas, mais je suis un peu vieux. Et ça fait pratiquement 20 ans qu'ils ont compris que c'était quelque chose d'important, même si la preuve scientifique n'est pas toujours derrière nos arguments, et ça c'est le vrai problème, qu'il faudra d'ailleurs résoudre un jour. Il faut de la preuve scientifique au même niveau que la preuve scientifique qui démontre que tel anti-PARP ou anti-Schmürtz fonctionne. Je ne vais pas vous détailler page par page le carnet qui est très bien fait, vraiment très très bien fait, qui à mon avis est plus qu'utile, qui aidera énormément les patientes dans leur quotidien par rapport à l'alimentation. Mais je vais vous expliquer vraiment les messages forts par rapport à ce que veut apporter ce carnet. Il veut d'abord essayer d'expliquer aux patientes de ne pas se tromper de combat. Il est très clair que, avec la cacophonie médiatique qu'il y a sur le lien entre alimentation et cancer, il est difficile parfois de faire le tri entre ce qui revient de la prévention primaire, de l'alimentation pendant les traitements et de ce qu'on peut appeler aussi la prévention tertiaire, c'est-à-dire après la maladie. Et dans tout ça, il est parfois très très compliqué de savoir quelle est la bonne façon de manger. Donc ce carnet sert à apporter des informations, à confirmer un certain nombre de questionnements que peuvent avoir les patientes et à mettre de côté, à rejeter ou à mettre en moindre importance des choses qui peuvent ne pas être essentielles. Et donc aussi à lutter contre les croyances et idées reçues, il y en a énormément. On parlait tout à l'heure du curcuma, on va parler aussi un peu du jeûne et des régimes de restriction glucidique avec Philippe. Il est clair que tout ça fait partie de cette cacophonie sur laquelle on est un peu perdu parfois, même en tant que soignant, et sur lequel il faut des précisions, des clarifications. Et évidemment, ce carnet, et c'est, je pense, un de ses atouts majeurs, est un élément de motivation pour changer de comportement ou s'adapter aux situations dans lesquelles on se trouve au jour le jour à cause de la maladie ou à cause des traitements. Alors, ne pas se tromper de combat, comme je l'ai déjà dit, c'est bien savoir dans quelle situation on est. Et quand on est en cours de traitement, eh bien, c'est très différent, les objectifs sont très différents de la situation où on est dans une réflexion de prévention santé, on n'est pas encore malade et on veut éviter de tomber malade. Donc, les objectifs de la prévention primaire, c'est-à-dire éviter de tomber malade, éviter d'avoir un cancer, c'est globalement quelque chose qui tourne autour de éviter d'avoir du surpoids et de l'obésité. Mais quand on est malade, et quand on a les traitements, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, malheureusement, eh bien, l'objectif est tout autre. Il n'est pas obligatoirement complètement discordant avec le précédent, mais il reste différent et donc il doit s'attacher à des méthodes différentes de prise en charge nutritionnelle, puisque l'objectif est de maintenir la masse musculaire. Si vous regardez la littérature scientifique de ces 15 dernières années, l'élément fort sur le lien nutrition et patient atteint de cancer, c'est
ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire, qui est un facteur pronostic majeur. C'est même probablement le facteur pronostic le plus puissant qui existe dans la littérature scientifique. Les oncologues ont un peu de mal à l'entendre, mais c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que dans tous les cancers, toutes les localisations de cancer, dans toutes les situations thérapeutiques, la sarcopénie, le déficit de masse musculaire, sort comme facteur pronostic indépendant et de façon très importante. Avant chirurgie, avant chimiothérapie, avant immunothérapie, avant thérapie ciblée. Une fois que la maladie, finalement, est stabilisée, ou voire guérie, ou en rémission, on revient à une logique de prévention tertiaire qui est quasiment la même que celle de la prévention primaire. On revient sur la problématique surpoids et obésité. On en parle dans le cahier. Donc, il est très clair que, évidemment, quand on essaie d'avoir un focus sur la masse musculaire, on ne va pas manger de la même façon que quand on fait un focus sur éviter le surpoids et donc l'excès de masse grasse. Cette diminution de masse et de fonction musculaire, qu'on appelle sarcopénie, c'est un terme qu'on a emprunté aux gériatres, c'est quelque chose qui est connu depuis 25 ans et qui a été intégré progressivement dans la logique de prise en charge oncologique grâce à des travaux canadiens et ensuite français, en partie à Gustave Roussy d'ailleurs, qui ont montré qu'effectivement, on savait mesurer ce déficit de masse musculaire par un scanner, tout bêtement, et qu'on était capable de limiter sa progression par un certain nombre de prises en charge, si possible précoces. Donc cette sarcopénie est une composante de la dénutrition, au sens large du terme. Elle est liée à la fois à la maladie qui va modifier le métabolisme musculaire, mais aussi aux traitements qui peuvent impacter directement la masse musculaire. C'est un facteur pronostic majeur, je vous l'ai déjà dit. Et ce qui est très important, c'est un facteur pronostic sur lequel on peut jouer, qu'on peut modifier. Et qu'on peut modifier si on le détecte tôt, avant de commencer les traitements. Ça, c'est super important. Et c'est un des buts de ce carnet, c'est justement de proposer des moyens simples aux patientes de pouvoir repérer un début de problématique nutritionnelle et de pouvoir agir pour l'éviter ou éviter qu'elle s'aggrave. Donc, on va parler de l'appétit, puisque le lien entre appétit et perte de poids, il est évidemment important. On va parler de la situation de la chirurgie. On va parler de la situation des traitements anticancéreux oraux ou par voie intraveineuse. On va parler justement de ces problématiques d'aliments à éviter, de comment continuer à se faire plaisir finalement. Et puis, on parle aussi dans le carnet de l'après-cancer, finalement, ce qui est évidemment quelque chose de très important. Je vais revenir à la partie outils qui vont permettre aux patients de repérer une problématique nutritionnelle. Mme Marjolais a évoqué les symptômes, et en particulier les symptômes digestifs qui peuvent être évocateurs d'un début de pathologie ovarienne cancéreuse. Eh bien, ces symptômes peuvent affecter l'appétit et peuvent affecter l'alimentation. Dès qu'on a mal au ventre, dès qu'on a des troubles du transit, que ce soit de la diarrhée ou de la constipation, on mange moins, toujours. Donc, ces éléments peuvent être des éléments d'alerte, mais évidemment, les éléments d'alerte les plus importants, c'est la perte de poids. Dès qu'on a un début de perte de poids, qu'elle soit plus ou moins volontaire ou qu'elle soit involontaire, il faut alerter. On dit classiquement 5%. 5%, c'est rien du tout. Pour quelqu'un qui pèse 50 kg, c'est 2,5 kg. C'est rien du tout. D'accord ? Donc l'alerte doit être très précoce. Et l'autre moyen d'alerter, c'est d'estimer soi-même à quel niveau de son alimentation habituelle on est. C'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation des ingestats, ou échelle numérique ou échelle visuelle analogique des ingestats. C'est un outil en fait, qu'on a emprunté à l'évaluation par les patients de leur niveau de douleur, ce qu'on appelle l'EVA de la douleur, échelle de 0 à 10. 0, j'ai pas de douleur du tout. 10, j'ai la douleur la plus importante qu'on puisse imaginer. Là, c'est le contraire. 0, c'est je mange pas du tout. 10, c'est je mange comme d'habitude avant d'être malade. Eh bien, on a pu démontrer
par des méthodes scientifiques plutôt pointues, que ce que le patient ou la patiente évaluait était parfaitement bien corrélé à ce qu'une diététicienne pouvait mesurer en relevant les repas de la patiente ou du patient pendant 3 jours. Il y a une très bonne corrélation entre le patient qui dit « j'ai 4 sur 10 » et la mesure qui est faite par la diététicienne qui correspond globalement à 40% des besoins caloriques de la personne. Voilà. Donc ça, c'est important parce que ça souligne le fait que l'auto-évaluation des symptômes et de l'état général et de tous les éléments qui vont impacter le pronostic est un élément clé maintenant de la prise en charge parce que ça permet un repérage très précoce. Nous, on utilise beaucoup les éléments d'auto-évaluation à Gustave Roussy, à la fois pour la nutrition, on fait ça tous les jours, mais aussi sur les problématiques addictologiques, de souffrance psychologique, de douleur, etc. Ça marche très très bien. Je pense que le patient, c'est un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, est quand même globalement la personne la mieux capable de savoir dans quel état elle est. Voilà. Bon. Le proche, un peu moins, le docteur, pas beaucoup. Voilà. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ce débat. Et l'idée, c'est vraiment, en plus de ça, qu'il y a un vrai partenariat entre la patiente et les soignants. C'est-à-dire, on fait confiance à la patiente qui est capable de repérer tôt la problématique nutritionnelle et on lui propose les outils adaptés de prise en charge, la diététicienne, le médecin nutritionniste, les conseils diététiques, le petit carnet, etc. Voilà. Alors, parmi les situations problématiques ou qui questionnent beaucoup l'alimentation, il y a évidemment le périopératoire, le avant l'opération et puis le après l'opération surtout. Pourquoi ? Parce qu'après une opération, qu'on ait ou pas coupé un bout de tube digestif, eh bien, on a l'impression qu'il faut manger différemment. Et en plus de ça, du fait des douleurs, du fait de l'inconfort abdominal, eh bien, effectivement, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Donc, il faut, et c'est ce qui est bien écrit dans le carnet, il faut tester les nouveaux aliments les uns après les autres. Et ça, c'est vraiment un point majeur. Il faut faciliter auprès des patients l'adaptation, l'expérimentation, tout en maintenant l'idée de plaisir, de potentialité de plaisir à s'alimenter. De temps en temps, quand on visite les patients en post-opératoire, que ce soit en chirurgie digestive ou en chirurgie gynécologique chez nous, on a des patients, des patientes qui nous disent « je rêve d'une côte de bœuf en rentrant à la maison ». Bon, ce n'est pas obligatoirement le cas après chirurgie de l'ovaire, mais bon, pourquoi pas. Et ça ne doit pas être interdit. Et ça, on va le redire plusieurs fois, mais les listes négatives d'aliments, c'est fini. On arrête tout ça. Ça ne sert à rien du tout. Les régimes, au sens général du terme, qui ne sont en fait que des listes négatives d'aliments qui s'additionnent à déjà des listes que le patient ou la patiente accumule d'aliments qu'elle s'interdit de manger, c'est fini. Il ne faut pas. En gros, tout est permis, à condition que ça soit bien supporté. Et donc, il faut que le patient, la patiente en l'occurrence, en fasse l'expérience. Ça se passe bien, tant mieux. Ça ne se passe pas bien, elle met de côté. Voilà. Donc, toutes ces histoires de régime très progressif en post-opératoire, le célèbre BIC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le BIC, c'est bouillon, yaourt, compote. Pour moi, le BIC, c'est soit un stylo, soit une chèvre. Ce n'est pas un régime. Chez nous, on a interdit le régime BIC parce que c'est complètement stupide. En plus, les bouillons qui sont réalisés par le prestataire de restauration sont dégueulasses. Les yaourts, il n'y a pas de choix. Et les compotes, j'en parle même pas. Donc, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, il y a des pays où, en Scandinavie ou en Europe du Nord, aux Pays-Bas, on propose du pain de mie, du fromage en post-opératoire. Pourquoi pas le faire ici ? Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Il faut que les gens puissent manger de façon la plus variée possible. Alors, évidemment, les Pays-Bas, ce n'est pas le modèle de la gastronomie dans le monde, on est bien d'accord, mais n'empêche qu'eux, ils autorisent plus de choses que nous. Voilà. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est que les gens restent le moins longtemps possible à l'hôpital après l'opération et qu'ils puissent rentrer à la maison avec l'idée qu'ils peuvent tout tester. Même si on leur a coupé la moitié de l'intestin, ils peuvent manger des épinards. Ils vont en manger des toutes petites quantités et ils vont voir comment ça se passe. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien, tant pis. Voilà.
on peut se passer d'épinards, passer à autre chose. Voilà. Vraiment, c'est ça cette idée. Adaptation, expérimentation, plaisir. Par rapport au traitement anticancéreux systémique, par voie injectable avec une faute d'orthographe ou par voie orale, eh ben, c'est un peu la même chose. Alors évidemment, il faut tenir compte des symptômes, des effets secondaires des traitements, on va y revenir. Mais clairement, l'idée, c'est que le confort de l'alimentation soit le plus optimal possible, d'accord, et que les gens aient le plus large éventail possible de mets qu'ils peuvent consommer. Donc toujours pas d'interdit systématique, hein, sauf cas très particuliers, genre le pamplemousse avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, par exemple, bon, ou les inhibiteurs de mTOR. Mais en dehors de ça, il y a finalement très peu d'interdits absolus. Par contre, un conseil que l'on délivre très largement auprès des patients en cours de traitement, du fait d'un inconfort quand même général lié au repas dans les suites immédiates du traitement ou pendant les traitements quand ils sont par voie orale, c'est de fractionner, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire des vrais repas complets matin, midi et soir, mais plutôt soit du grignotage, soit de décaler une partie du repas, un des mets du repas, par exemple le dessert, 2 heures après le repas principal, pour ne pas avoir cette sensation de plénitude gastrique, d'inconfort, qui va retentir sur la stimulation de l'appétit au niveau du cerveau, même de façon très involontaire. Hein, voilà. Il faut limiter au maximum cet inconfort. Les patientes savent quelle est la limite à ne pas dépasser en termes de volume alimentaire. Donc, on leur dit ne le dépassez pas, mais par contre, décaler une partie du repas, fractionner. Hein, voilà. Évidemment, il faut qu'au final, l'apport calorique et protéique soit suffisant. Sinon, on va être obligé d'utiliser des trucs pas très sympathiques. Hein, voilà. L'autre élément de conseil, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Tant qu'à prendre une bouchée, autant que ça soit une bouchée qui rapporte en termes de calories et de protéines. Pour donner un exemple très, très basique, j'espère que Philippe ne m'en voudra pas, si dans vos envies, vous avez le choix entre une pomme et un yaourt, il vaut mieux manger un yaourt. Parce que dans le yaourt, il y a plus de calories et plus de protéines que dans une pomme. Voilà. Donc, s'il y a le choix, favorisez l'alimentation, enfin l'aliment, le mets qui contient le plus de calories et de protéines. Je n'ai pas dit trop de conneries, ça va ? Non, ça va. Et dans la bouchée, essayez de faire en sorte qu'il y ait un maximum de calories. Donc, enrichir avec de la matière grasse, des matières grasses basiques, de l'huile, de la crème fraîche, du beurre, etc. On peut enrichir avec des fromages qui peuvent se mélanger facilement avec les mets, que ce soit des purées, des pâtes, des légumes, etc. Ça, c'est la spécialité de Philippe. On peut enrichir en protéines de façon naturelle, sans être obligé de mettre des poudres de protéines qui ne sont pas toujours très agréables à imaginer, à consommer. Donc voilà, c'est l'enrichissement naturel. Ça, c'est un point majeur et c'est ce qui est expliqué dans le carnet. On peut éventuellement enrichir avec des compléments nutritionnels oraux, mais là, c'est un point majeur. Ces compléments nutritionnels oraux, ils doivent être parfaitement bien explicités aux patientes. Explicités en termes de composition, en termes de modalité de prise et en termes d'objectifs thérapeutiques. Et ça, il faut une expertise derrière, et l'expertise, c'est les diététiciens, clairement. Donc, il faut des diététiciens avant et pendant les traitements. Évidemment, il est important que le diététicien, l'oncologue, le médecin traitant ou tout soignant, IPA ou autre, qui veut aider la patiente, puisse lui apporter un certain nombre d'informations, de trucs et astuces qui peuvent l'aider à s'adapter aux différents symptômes qui peuvent apparaître au cours des traitements. C'est basé sur le bon sens et sur l'expérimentation, encore une fois. Je dis assez souvent aux patientes ou à ceux qui me posent la question, oui, est-ce que c'est bien de faire tel régime antidiarrhéique avec tel traitement anticancéreux qui donne la diarrhée ? Je pense que non, parce que ce n'est pas l'alimentation qui donne la diarrhée, c'est le traitement anticancéreux. Donc vous aurez beau mettre tout le régime que vous voulez, ça ne changera rien. Voilà. Donc l'idée, ce n'est pas, encore une fois, de proposer
a priori des listes négatives d'aliments ou des régimes très contraignants qui vont augmenter l'anxiété de la patiente vis-à-vis de l'alimentation, mais plutôt de laisser la liberté à la patiente de pouvoir tester des choses, de sortir même du carcan un petit peu rigide qu'on a pu lui proposer en disant « surtout n'allez pas vers ce genre de choses », pour qu'elle puisse avoir la possibilité de manger le plus possible, avec le plus de plaisir possible, sans être dans l'inconfort alimentaire en permanence. Évidemment, j'ai choisi les troubles du goût pour illustrer ça, il y a quelques conseils évidents. C'est-à-dire que quand on a une altération du goût dans la bouche, liée à des modifications du fonctionnement des papilles gustatives au niveau de la langue, et qu'on ressent par exemple un excès de goût salé à chaque fois qu'on mange, évidemment, la logique, le bon sens, est de dire ne rajoutez pas de sel dans les produits et utilisez plutôt des produits peu ou pas salés. Se taper le paquet de chips hyper salé quand on a déjà un trouble du goût comme celui-là, c'est un peu idiot. Mais je dirais que les patientes et les patients ne le font pas, évidemment. Ils vont le faire une fois et ils ne le referont plus. Quand on a un goût hyper salé dans la bouche, en permanence, les petites chips, on va essayer 2 fois et puis après on arrête. C'est plus possible. Voilà. Là où c'est plus compliqué, c'est quand il y a des goûts très parasites dans la bouche. Ça, Philippe va en reparler, mais c'est vraiment la plaie parce que c'est très gênant. Ça altère énormément l'appétit et la volonté de manger. Et il n'y a pas grand-chose, sauf, grâce à Philippe, il n'y a pas grand-chose à proposer, il n'y a pas de médicaments en particulier à proposer qui fonctionnent. Voilà. Pas de compléments alimentaires ou de choses comme ça. Donc, il faut trouver des astuces, soit pour que ce goût soit masqué, il commence à y avoir de la recherche là-dessus, avec des compléments nutritionnels oraux qui masqueraient ce genre de symptômes, ou par les herbes, par exemple, qu'utilise Philippe, qui sont plutôt intéressants. Évidemment, puisque je vous ai dit que l'objectif principal, c'était de limiter la perte de masse musculaire et la perte de fonction musculaire au cours des traitements, il ne peut plus se concevoir de prise en charge nutritionnelle sans une prise en charge d'activité physique associée. Et ça, c'est obligatoire. Un patient ou une patiente qui verrait un diététicien mais qui ne verrait pas de kinésithérapeute ou d'éducateur en activité physique adaptée en même temps, ça ne marchera pas. Pour faire du muscle, il faut à la fois avoir la quantité de protéines et calories suffisante et faire bouger le muscle. Sinon, on ne fait pas de muscle. Pensez aux astronautes, à Thomas Pesquet, là, quand il va dans la station internationale. Il a beau être le mec le plus musclé de la Terre et super entraîné, quand il revient, il a perdu beaucoup de muscles parce qu'à cause de la gravité, et même s'il essaye de faire un petit peu de sport, il a perdu énormément parce que sa fonction musculaire n'est pas sollicitée au même niveau que quand il est sur Terre. Et bien là, c'est la même chose. Il faut que les patients et les patientes limitent leur temps de sédentarité et se mettent de façon adaptée à faire un petit peu plus en termes de mouvement musculaire. Ça peut être des choses un peu sportives, grâce à des éducateurs en activité physique adoptés, ou ça peut être des choses du quotidien qu'on essaye progressivement d'incrémenter, comme la marche par exemple. Nous, on part toujours de la base marche, et puis on essaye de travailler aussi sur des activités un peu plus sportives qu'on propose soit à l'hôpital, soit dans le cadre d'associations. La prévention primaire et la prévention tertiaire, je vous ai dit, elles sont finalement sur la même base, qui est d'éviter, par l'alimentation, de faire apparaître un des facteurs majeurs de risque de cancer, et en particulier de cancer gynécologique, qui est le surpoids et l'obésité. Et donc, quand on est en prévention tertiaire, d'éviter la récidive du cancer. Alors, comment on fait ? Eh bien, ce sont tous ces éléments-là qui sont évidents, qui sont décrits dans le cadre du programme national nutrition santé depuis des années, qu'on a du mal à implémenter, mais qui sont quand même des éléments majeurs. Rappelez-vous, 40% des cancers sont évitables, 20% par les modifications de comportement de vie, alimentation, alcool et activité physique. 20%. Voilà. Et donc, il faut privilégier un certain nombre de choses dans l'alimentation du quotidien quand on est en bonne santé ou quand on a
on est guéri d'un cancer qui est lié au surpoids et à l'obésité, comme les cancers gynécologiques. Favoriser les produits qui contiennent des fibres, les produits, les légumes, les fruits, etc. Le fait maison. Bon. Modifier certains comportements en limitant la consommation de viande, etc., et en ayant une alimentation plus saine, et puis supprimer ou limiter au maximum tout ce qui a un impact négatif sur le risque de cancer, évidemment l'alimentation industrielle, l'alcool, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont dites et redites depuis des décennies, sur lequel on est, je dirais en France, ni bon ni mauvais, c'est-à-dire qu'on est de base relativement bon, mais on ne s'améliore pas au fil des années, ce qui est un peu dommage. On a même plutôt tendance à se dégrader un peu. Quand on regarde l'étude Esteban, par exemple, qui étudie les comportements alimentaires dans les populations, et en particulier chez les enfants, on voit qu'il y a une altération assez importante des comportements de vie, en particulier alimentaires, et d'activité physique. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là, parce qu'il y a un impact direct sur le risque de cancer en général. Dernier point, dernière diapositive, pour vous dire que la dénutrition, ça touche à peu près toutes les maladies chroniques ou aiguës, et qu'on estime qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont dénutries en France. 2 millions, c'est énorme. Donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Évidemment, ça touche beaucoup les personnes âgées. Ça touche évidemment beaucoup la maladie cancéreuse. 40% des patients atteints de cancer sont ou seront atteints par un problème de dénutrition, ce qui représente beaucoup de patients. Voilà. Et donc, il faut agir. Et j'espère que ça aura lieu, parce qu'avec les événements actuels, ça va peut-être changer. Mais au mois de novembre, aura lieu la semaine de lutte contre la dénutrition, qui est organisée par le comité de lutte contre la dénutrition, auquel tous les établissements de cancérologie vont participer d'ailleurs, pour essayer justement de promouvoir la sensibilisation à la dénutrition et les outils de repérage. Par exemple, à Gustave Roussy, on va proposer des ateliers où on va permettre aux patients et puis aux gens qui viennent visiter les patients de mesurer leur force musculaire, de se peser, d'évaluer leurs ingestats pour pouvoir se dire tiens, oui, c'est faisable et c'est un outil intéressant et qu'on pourra utiliser si besoin. Voilà, j'ai fini.